Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment migrer un serveur de fichiers. Alors, dans ce TP, l'idée c'est de vous montrer comment le faire depuis un Windows Server 2012 R2, vu que maintenant ça fait quelques mois que le support est terminé. Mais bien évidemment, cette migration peut se faire depuis n'importe quel serveur de fichiers vers un autre. L'objectif c'est de pouvoir déplacer les données en minimisant le temps de coupure. Là, dans notre cas précis, je vais faire d'un serveur Windows un serveur Windows pour vous montrer qu'on peut déplacer les droits NTFS. Ça évite de devoir les refaire. Mais pareil, la commande qu'on va utiliser, Robocopy, permet de déplacer des données depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination, simplement pour pouvoir inclure la gestion des droits NTFS, il faut que la source soit NTFS. Pour pouvoir réaliser la migration, j'ai simulé un serveur de fichiers en 2012 R2 dans mon domaine Active Directory, celui que j'utilise pour les différents TP. Et sur ce serveur, j'ai créé un disque virtuel dédié aux données dans lesquelles j'ai créé un partage que j'ai appelé tout simplement partage et dans lequel j'ai créé une arborescence avec de la gestion de droits. Ici, j'ai bien G-Informatique qui a les droits, personne d'autre à part l'administrateur, système et créateur propriétaire comme on le sait pour les bonnes pratiques, et j'ai répété cette opération pour les trois dossiers comme on peut le voir. À l'intérieur, j'ai mis un peu de données fictives avec un peu de data, ça va nous permettre de vraiment simuler la migration pour voir un peu comment ça se passe le temps de copie. J'ai une image dans direction et un fichier texte dans la compta. Alors, la première phase de la migration, ça va être de réaliser une copie initiale des données. Alors, à quoi ça sert de faire une copie initiale? C'est une copie qu'on va réaliser pendant que les utilisateurs travaillent. Ça permet de ne pas les couper et de faire le gros de la copie des fichiers. L'idée, c'est de laisser tourner cette copie la nuit, le week-end, sans qu'il y ait de coupure, mais avoir une version des données à un instant T sur le nouveau serveur. Ça, on va donc le faire avec Robocopy. Je ne parlerai pas ici de la technique de migration qui consiste simplement à détacher le disque dur dédié, parce qu'on est en virtuel, on pourrait très bien détacher le disque virtuel ici et le rattacher à la nouvelle machine virtuelle, ça marche très bien, c'est simplement pas toujours adapté. Par exemple, si vous devez déplacer le VHD d'un hyper-V à l'autre ou d'un serveur à l'autre, il va falloir le temps de copie total, parfois on ne veut pas déplacer tout le VHD, mais sachez que c'est faisable. C'est une technique de migration qui peut tout à fait être envisageable, on déplace simplement le VHD sur le nouveau serveur de fichiers. Là, on va faire dans le cas où on doit vraiment déplacer les données. Déplacer les données avec le minimum de temps de coupure. Moi, pour faire cette manipulation, je travaille sur le nouveau serveur. Alors me voilà sur un serveur en Windows Server 2022, membre du même domaine que le serveur de fichiers source, depuis lesquels on va récupérer les données. Alors pareil, c'est le serveur de fichiers que j'ai utilisé pour d'autres TP, il y a déjà des partages, mais ça peut être un cas réel, hein, vous essayez de regrouper plusieurs serveurs de fichiers en un. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver assez régulièrement dans des infrastructures assez conséquentes. Donc là, on va un peu simuler ce type de migration. Sur ce serveur, ce que je vais faire, je vais déjà accéder au partage que je veux migrer. On va le connecter en lecteur réseau. Alors pourquoi est-ce que j'aime le connecter en lecteur réseau? Ça permet de raccourcir le chemin d'accès au partage. Je m'explique. Si j'y vais à la main, sur mon ancien serveur qui s'appelle SRV VFS 2012/partage, du point de vue de mon logiciel de copie et du point de vue de Windows, le chemin d'accès commencera forcément pour toutes les données par ce chemin-là. Il faut savoir que on évite de dépasser les 256 caractères pour les chemins d'accès à des fichiers. L'idée est de minimiser, de raccourcir au maximum le chemin d'accès. Même si on verra que Robocopy est capable de le gérer, il va le gérer en raccourcissant le nom du fichier en cas de dépassement de cette limite. Donc là, on peut éviter, on peut réduire de quelques caractères en montant un lecteur réseau. Alors moi, je vais récupérer ce chemin-là et je vais plutôt faire connecter un lecteur réseau. On peut utiliser la lettre Z au choix ou une autre, j'aime bien pas forcément prendre celle par défaut dans le cas là, pour éviter les conflits si on a des stratégies de groupe en place. On laisse bien la reconnexion automatique au redémarrage, si on fait les copies à plusieurs moments différents pour que le lecteur réseau soit toujours là. Et si votre serveur source n'est pas dans le même domaine, vous pouvez vous connecter avec un autre identifiant en cochant cette case. Donc là j'ai bien sur U l'ancien partage. Pour éviter toute erreur, ce que vous pouvez faire, vous pouvez renommer ce lecteur réseau en serveur source. On verra tout à l'heure que c'est assez puissant Robocopy, mais si on se trompe, on peut supprimer la totalité des données, puisque Robocopy va faire un miroir de la source et de la destination. Et si j'inverse la source et la destination, je vais faire un miroir d'une source vide vers une destination pleine, ce qui en résultera une destination vide et une source vide. C'est pas l'objectif, on perdrait toutes les données dans ce cas-là.
À ce stade, ce que je vous conseille bien évidemment, c'est de vérifier que votre sauvegarde fonctionne, comme toujours, hein, comme avant toute manipulation, on vérifie que la sauvegarde est fonctionnelle au cas où on fait une erreur, mais surtout vous allez faire travailler l'ancien serveur, vous allez le solliciter, puisque vous allez lire toutes les données de cet ancien serveur. S'il a des disques durs en mauvais état ou des disques durs fatigués, c'est le moment où il risque d'être définitivement hors service. Donc on s'assure d'avoir une sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Au point où on en est, on a accès depuis le nouveau serveur au serveur source, et sur notre répertoire à nous, on va créer un partage de destination. Là, on va envoyer les données qu'on récupère depuis notre serveur source. Alors, je vais l'appeler partage 2012 pour que ce soit clair dans notre tête de la source et de la destination, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez forcément. Ce partage 2012, pour le moment, je ne vais pas le partager. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que l'utilisateur travaille forcément tout de suite sur les nouvelles données. On veut simplement faire une première copie en arrière-plan sans perturber les utilisateurs pour pouvoir minimiser le temps de coupure au moment où on fera la réelle migration. Une fois que c'est fait, on va utiliser le fameux logiciel Robocopy. Alors, moi je préfère utiliser un bloc-notes et faire un petit script que je réutilise plus tard. Vous pouvez l'exécuter directement dans l'invite de commande, mais je préfère fonctionner avec le bloc-notes pour ne pas perdre la commande, parce que vous allez voir, elle est quand même assez longue. Donc j'ouvre le bloc-notes, et je vais utiliser la commande Robocopy que je vous mettrai en description. Cette commande, elle commence forcément par Robocopy, puisque j'exécute le programme. On va utiliser le commutateur mir pour miroir, qui va faire une synchronisation complète de la source et de la destination, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc un fichier présent dans la source devrait être présent dans la destination. Et un fichier supprimé de la source sera supprimé de la destination. C'est pour ça que si on se trompe de source et de destination, on peut forcément tout supprimer. On va utiliser /sec pour security, pour dire qu'on veut migrer les droits NTFS. Sans cette option-là, on ne récupérerait pas les droits de sécurité qu'on a sur le serveur source. C'est très important, ça évite déjà de les refaire à la main, et ça évite d'avoir des soucis de gestion de droits au moment où je migre. Si vous ne mettez pas ça, vous aurez les droits de base sur les répertoires, et ça peut être vite problématique. Ensuite, on va mettre la source, puis la destination. Alors moi, la source, on se rappelle, j'avais fait un lecteur réseau juste avant, c'était le U. On va prendre tout ce qu'il y a dans U. Et la destination, c'est ma lettre E et mon partage du... Une fois que c'est fait, on a la commande de base pour le Robocopy. Donc là, on va demander une copie miroir en migrant les sécurités de tout ce qu'il y a dans U vers le répertoire E. À ça, on va demander à Robocopy de pas garder les temps par défaut d'attente entre deux fichiers en cas d'échec. Par défaut, on a une attente assez longue entre deux fichiers, 10 secondes de mémoire, et si un fichier échoue à la copie, on va avoir un réessai en boucle jusqu'à ce que ce fichier passe. Il faut savoir que là, la première copie, on va la faire pendant que l'utilisateur travaille. Donc un fichier qui serait ouvert ne sera pas copié automatiquement, puisqu'il ne peut pas être lu, il est déjà lu par un poste client. Et s'il ne peut pas être lu, ben là, si on laisse les paramètres par défaut, Robocopy va réessayer en boucle jusqu'à ce que ça passe. À la première copie, on va plutôt les passer ces fichiers-là, on va se dire que on n'en a pas, c'est pas grave, on les fera à la deuxième copie, donc on ne va pas perdre de temps. Donc le temps d'attente, moi en général, je mets 2 secondes, et les essais, je vais mettre 2 essais. Si c'est pas passé au bout de 2 essais de 2 secondes, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine copie. À ce stade, la commande est tout à fait fonctionnelle, simplement, quand on va l'exécuter, ça va nous mettre dans l'invite de commande tous les fichiers qui sont copiés. Sur une grosse arborescence, ce sera pas forcément très lisible, l'idée c'est de pouvoir revoir ce qui a été copié ou pas copié, pour voir les fichiers qui sont en échec, pour pouvoir gérer les différentes exceptions s'il y a des fichiers qu'on n'arrive pas à copier. Pour ça, moi je mets le log de Robocopy dans un fichier. Tout le journal, on va l'écrire dans un fichier texte. L'option c'est /log, double point, et on va mettre le chemin vers lequel on écrit le log. Moi je vais mettre c'est Robocopy, je créerai un dossier dédié tout à l'heure, on va le voir, et on va l'appeler robolog first copy.txt. On sait que c'est pour la première copie. Donc ce petit script, on va l'enregistrer dans ce répertoire C Robocopy. Comme ça, on a un répertoire à la racine où on retrouve notre script. Au stade où on en est, on a notre script de première copie qui est prêt, on a accès à notre ancien serveur et on a préparé notre partage de destination. Moi, je préfère lancer le script directement dans un invite de commande, ça me permet de voir ce qui se passe, de vérifier que l'exécution se passe correctement. Alors on va faire ça ensemble, on va aller dans le dossier C Robocopy dans lequel j'ai placé le script. Et dedans, on veut bien retrouver mon script. Je vais le lancer
Et là, on va lancer donc la première copie, avec comme source, on se souvient du répertoire U et la destination partage 2012. On voit que le fichier de journal a été créé, on le voit en arrière-plan, là il est apparu, donc on peut l'ouvrir et vérifier ensemble. Et là on peut apercevoir du coup dans ce répertoire qu'on a un certain nombre de nouveaux répertoires et de nouveaux fichiers qui ont été créés depuis la source vers notre destination. On a un récap de ce qui est fait ici avec la totalité des fichiers qui sont pris. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé quand je vous ai parlé de la commande Robocopy, mais elle est très performante pour faire de l'exclusion. Si on veut faire de l'exclusion de dossiers, de fichiers, selon la taille, le type, l'extension, il y a vraiment toutes les possibilités. Et là, on peut aller tout en bas. Et tout en bas, on va voir quelques points intéressants, notamment si on a eu des échecs sur cette colonne. Donc là, on voit que j'ai pas eu d'échecs. Si vous avez eu des échecs de copie, dans votre copie, ça va être l'occasion de vérifier pourquoi. Est-ce que c'est un fichier qui est en lecture par un utilisateur? Est-ce que c'est un fichier qui est utilisé par un logiciel? Voilà, vous avez plusieurs possibilités. L'objectif, ça va être d'épurer. Il faut qu'à la fin, on puisse avoir 0 échec à la copie finale. Tout en sachant forcément que tous les fichiers qui étaient juste ouverts par l'utilisateur parce qu'ils travaillaient dessus ne peuvent pas être copiés, c'est normal. Donc là, on a fait notre copie initiale. Si je vais voir ce qui s'est passé dans mon répertoire E, dans Partage 2012, je peux voir que les dossiers sont bien apparus alors qu'avant ils étaient vides. Et si je vais à l'intérieur, je retrouve vraiment la totalité des données comme sur mon serveur source. Donc là, la copie initiale est faite. Donc cette copie, on la lance à un moment de moindre charge, parce qu'on va faire travailler énormément l'ancien serveur, puisqu'on va lire toutes les données, une par une, ce qui va faire parcourir le disque dur. Forcément, on va faire beaucoup travailler le serveur, ça peut ralentir à la fois le serveur en lui-même, mais aussi le réseau, parce qu'on va faire passer tout ça par le réseau. Donc on fait ça soit à un moment, soit un week-end, soit un soir, soit à un moment où ça dérange moins les utilisateurs dans tous les cas, donc à adapter à la société. Avant de faire ça, vérifiez bien que vous avez une sauvegarde en place puisque vous allez faire beaucoup travailler l'ancien serveur, l'idée étant de ne pas risquer une coupure ou une panne. L'ancien serveur, s'il est un peu fatigué, c'est le moment où il risque malheureusement de complètement tomber. Donc on fait toujours ce type de manipulation après une sauvegarde, mais comme pour toute manipulation, vous commencez à avoir l'habitude. Donc maintenant que c'est fait, notre copie initiale est faite. Qu'est-ce qui va se passer? On va estimer que vous allez maintenant indiquer à vos utilisateurs une date de migration effective vers lequel on va passer vers le nouveau serveur. Et ça, comment ça va se passer? On va simplement donner cette fois un créneau où les utilisateurs arrêteront de travailler. Alors soit pareil, vous faites ça un week-end, un soir ou une pause de midi, tout en sachant qu'il faudra quand même garder un certain laps de temps derrière pour vérifier que tout fonctionne bien et que tous les fichiers sont bien copiés. Donc c'est adapté à votre structure. Pour être sûr que les utilisateurs ne travaillent plus dessus, moi ce que je vous propose c'est qu'on aille couper le partage. Je fonctionne toujours comme ça. Sur l'ancien serveur, là où je suis actuellement connecté, je vais aller couper le partage. Comme ça, je suis certain que plus personne n'accède aux fichiers. Au moins, je suis sûr d'avoir la dernière version des fichiers quand je vais faire la copie finale. Alors, on va aller sur l'ancien serveur, on va faire ça ensemble. Alors, je suis sur l'ancien serveur, le serveur 2012, comme on peut le voir ici. La bonne pratique, c'est déjà de vérifier si les utilisateurs ont correctement quitté les fichiers quand vous leur avez demandé. Donc ça, pour le faire, on peut aller dans Gestion de l'ordinateur, ici en faisant bouton droit sur le logo Windows. Et à l'intérieur, on va trouver dossier partagé et fichiers ouverts. Ici, ça nous permet de voir tous les fichiers encore ouverts sur notre partage. On voit que j'ai quelques fichiers ouverts par administrateur, c'était moi depuis l'autre serveur. Dans un cas réel, ici, vous pouvez retrouver d'autres utilisateurs. Et on peut voir si c'est ouvert en lecture ou en lecture-écriture. Alors, parfois des utilisateurs pensent avoir correctement quitté un fichier, ils ne l'ont pas fait, ou ils n'ont pas forcément bien fermé leur session. Vraiment, quand vous communiquez à vos utilisateurs, demandez-leur de fermer complètement la session. Ça vous permettra d'être sûr qu'il n'y ait plus rien d'ouvert, et ça vous permettra qu'à la réouverture de session, la stratégie de groupe fera le lien vers le nouveau serveur. J'y reviendrai plus tard. Si ici vous voyez encore des fichiers ouverts par un utilisateur, demandez-lui de quitter. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas corrompre des données. Si vous coupez le partage alors qu'il a des fichiers ouverts en lecture et écriture, vous pourrez potentiellement corrompre des données ou lui faire perdre du travail. Donc ça, c'est pas cool. Donc vraiment important de communiquer à ce moment-là. Une fois qu'on est sûr ici qu'on n'a plus personne qui accède à nos données, on va pouvoir couper le partage. Alors on va accéder au répertoire, on va aller au partage et cette fois on va le couper complètement. On va aller dans partage, on va simplement le décocher. Là, il me dit qu'il y a des utilisateurs qui sont connectés à mon partage, c'était moi, mais on a vérifié ensemble que c'était pas grave, donc je peux couper le partage. Et maintenant, je vais pouvoir retourner sur mon nouveau serveur pour faire la manipulation de la dernière copie. Me voilà sur le nouveau serveur. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dans le cas là, c'est, comme vous l'aviez vu, j'avais connecté le partage avec le lecteur réseau, avec le partage principal. Et je préfère fonctionner comme ça me permet de m'assurer que le partage a bien été coupé et que plus personne n'y accède. Donc là, on voit bien que je ne peux plus y accéder.
Donc ce que je vais faire maintenant, je vais me reconnecter au serveur source en passant cette fois par le partage administratif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser le fameux lettre dollar pour accéder. Alors nous c'est SRV VFS 2012 notre serveur source et on veut y accéder par le partage administratif, donc dans notre cas c'est le lecteur E, donc E dollar anti/slash partage. Et ça nous permet, vu qu'on est en administrateur, d'accéder quand même en réseau au lecteur. Là je vais valider et je retrouve de nouveau l'accès aux données. Je vais juste, pour rendre la copie un peu plus réelle, rajouter un peu de données, de données fictives dans les répertoires, comme ça on pourra vérifier ensemble que ce sera bien copié. Je vais en supprimer dans direction, comme ça on verra bien que ça fait le miroir et que le fichier disparaîtra de notre destination. Et dans informatique, je vais par exemple créer un nouveau dossier. Voilà. Comme ça j'ai simulé qu'il y a eu des modifications entre mes deux copies. Maintenant il ne nous reste plus qu'à lancer la copie. J'ai nouveau mon répertoire U qui est mon lecteur réseau U qui est bien connecté, en passant cette fois par un partage administratif, donc pas public, pas accessible par les utilisateurs. J'ai, je vous le rappelle, mes données correctement ici, mais mes données à la version de la première copie. Et maintenant, on va simplement aller relancer la copie. Par contre, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est copier le script pour créer un log différent. Ça me permettra de revenir plus tard potentiellement sur ce qui a été copié ou pas en cas de souci avec l'utilisateur. Si quelqu'un vous dit me manque tel ou tel fichier, vous pourrez aller relire l'historique de log pour vérifier si ça a correctement été copié ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors on va aller dans le répertoire, on va faire un copier-coller tout simplement de notre script. On va le renommer cette fois last copy, comme ça on sait que c'est la dernière. Et on va le modifier. Et on va modifier le chemin de log, comme ça on aura un log, un journal adapté à la dernière copie. Et dans mon invite de commande, on va lancer bien robocopy last copy. Donc là, je vais l'exécuter. On lance bien le nouveau script. J'ai un nouveau log qui a été créé, le last copy. Et ici, on voit ce qui a été fait. On voit que uconta existait déjà, mais que robocopy y a trouvé un nouveau fichier, donc il l'a copié. On voit que dans udirection, l'image bitmap n'existait plus. Et on voit qu'il y a un nouveau répertoire qui a été créé dans uinformatique. Donc on voit bien qu'il a fait la différence. Si en parallèle de ça, je vais voir dans les datas du nouveau serveur, on voit qu'ici on a bien le nouveau document texte qui est apparu, on a bien la direction qui s'est vidée, et on a bien le nouveau dossier qui est apparu dans informatique. Donc la copie s'est bien passée, on voit que j'ai 0 échec, ce sera à vous de vérifier encore une fois, là normalement vous devez plus en avoir, c'est la copie finale, plus personne ne peut lire les documents, donc c'est normalement impossible que vous ayez des échecs. Si vous en avez, il va falloir voir pourquoi. Ça peut être un fichier corrompu. À ce moment-là, il faudra faire peut-être un check disk sur l'ancien serveur. Ça peut être un fichier qui est accédé par un programme directement dans le serveur. À ce moment-là, il faudra arrêter le service relatif au programme. Voilà, il va falloir faire du cas par cas. À ce stade, vous avez correctement migré les données. Les données sont migrées de l'ancien vers le nouveau serveur. On n'a plus qu'à changer le chemin de connexion des clients. Par contre, juste avant, ce que je vous conseille de faire, c'est de déconnecter le lecteur réseau, déjà, pour éviter qu'il y ait des données qui soient accédées depuis le nouveau serveur vers l'ancien. Et ensuite, on va repasser les scripts, là on va les repasser en fichier texte, pour éviter que quelqu'un les exécute par mégarde. C'est du vécu malheureusement. Si quelqu'un exécute ces scripts et que sur U, il y a un lecteur réseau qui n'a rien à voir, vous risquez d'avoir de la suppression de données. Alors on va le faire ensemble, on va faire extension des noms de fichiers. Et du coup, on les repasse en TXT, au moins pas de risque que quelqu'un exécute ces scripts sans faire exprès. Vous pouvez aussi ne pas garder la commande, c'est au choix, c'est vous qui voyez. Je vous conseille par contre de bien garder les logs, ça vous permettra d'avoir de la traçabilité de ce qui a été fait et d'être sûr que tout a été copié. À ce stade, notre nouveau serveur de fichiers est prêt, il ne nous reste plus qu'à le partager et à le rendre accessible depuis nos postes. Alors, jusqu'à maintenant, le dossier n'était pas partagé, puisqu'on ne voulait pas que des utilisateurs travaillent dessus. On va le partager. En respectant les bonnes pratiques, on va donner accès qu'à utilisateurs authentifiés ou utilisateurs du domaine, selon votre mode de fonctionnement. Et on peut garder ce fonctionnement, puisque je peux vous montrer que les droits de sécurité ont bien été copiés. Grâce au commutateur /sec qu'on avait mis dans Robocopy, on a bien, par exemple sur compta, uniquement le groupe compta qui accède. Sur direction, on a bien uniquement direction, et sur informatique, on a bien uniquement le groupe informatique. Donc les droits ont bien été répliqués, ont bien été copiés entre les deux dossiers, et là on a repartagé le nouveau serveur de fichiers. Il ne nous reste plus qu'à aller changer le chemin de connexion dans la stratégie de groupe,
depuis l'Active Directory. Alors je vais me connecter à Active Directory et puis je vais vous montrer le changement de chemin. Je suis sur le serveur Active Directory et dans la gestion des stratégies de groupe, et si vous avez suivi mes précédents tutoriels, vous avez probablement fait une stratégie de groupe pour la connexion automatique du lecteur réseau. On va la modifier. Stratégie utilisateur, donc c'est pour nos utilisateurs qu'on veut gérer le lecteur réseau. Et on va aller dans les préférences, paramètres Windows, et on va retrouver le mappage de lecteur. Et on voit ici que j'avais mis un lecteur de connexion vers SRV VFS 2012/partage. Ce serveur-là n'existe plus, on va mettre le nouveau serveur qui est SRV VFS1-GA anti/partage. Donc ça change pas pour le nom du partage. Alors, on se souvient, par contre, moi je l'ai appelé partage 2012. C'est vous qui voyez, soit vous laissez le même nom de partage. Moi, c'était à des fins de tutoriel que je l'ai indiqué 2012. On pourrait très bien le renommer en partage tout court, pour qu'il n'y ait pas du tout de modification pour les utilisateurs. On garde l'action mettre à jour, c'est ce qui va mettre à jour le chemin. Vu que c'est une stratégie utilisateur, elle s'appliquera à la prochaine reconnexion. Prochaine reconnexion de la session utilisateur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est pratique de dire à vos utilisateurs de fermer la session, puisqu'à la prochaine ouverture, ils auront automatiquement la stratégie qui va se réappliquer et ils accéderont aux nouvelles données. Pour eux, le changement aura été transparent. Voilà, donc on a vu ensemble comment faire une migration de serveur de fichiers avec l'outil Robocopy. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn. Vous avez le lien en description. Et enfin, je vais reprendre les vidéos de manière un peu plus régulière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.